Ces gens peuvent ne passer plus de 5 heures par jour sous l'eau et doivent représenter ce qui se rapproche le plus des véritables sirènes. Permettez-moi de vous présenter les Bajau d'Indonésie, de Malaisie et des Philippines. Ce groupe ethnique a développé une mutation extraordinaire qui lui permet de vivre dans l'eau de façon quasi continue. Surnommés les nomades de la mer, ils vivent le long des côtes de la mer de Sulu, aux Philippines, depuis près d'un millénaire. Il semblerait que Vaiana ait de la concurrence. Regardez leurs habitations, elles sont construites sur pilotis, et cela pour une très bonne raison. Ce sont les traditionnels bateaux-maisons Lansa, pensés pour accéder à l'eau aussi fréquemment que possible. Ces petites huttes peuvent accueillir une famille de 5 personnes, mais aussi parfois une communauté allant jusqu'à 30 membres. Faciles à construire, ces habitations peuvent être terminées en seulement 3 semaines. Cela permet également aux Bajau de se déplacer librement à travers les mers. Et comme ils vivent dans cet environnement aquatique depuis des générations, prospérant grâce à la pêche au harpon et à la collecte de coquillages, ils ont commencé à développer des mutations pour le moins inhabituelles. Vous pensez probablement à des poumons surpuissants, mais ce n'est pas le cas. En réalité, ils ont développé des rats bien plus grandes que la moyenne, soit 1,5 fois la taille normale. Pourquoi est-ce important? Parce que la rate aide à stocker les globules rouges oxygénés. Avoir une rate plus grande revient donc à posséder une bouteille de plongée naturelle. Cette adaptation est similaire à celle observée chez les phoques nageant en profondeur, qui ont également de grandes rates. Les chercheurs ont découvert qu'ils possédaient un gène particulier, appelé PDE10A, qui en serait responsable. Les Bajau peuvent retenir leur souffle pendant environ 10 minutes. À titre de comparaison, un être humain ordinaire peut le faire pendant 30 à 90 secondes, et le record du monde est de 24 minutes et 37 secondes. Les Bajau passent également jusqu'à 60% de la journée sous l'eau. Vous n'aurez pas grand mal à deviner quel type de régime ils observent. Bien évidemment, ils consomment une variété de créatures marines, notamment des homards, des escargots et des concombres de mer, reconnus pour leurs propriétés nutritives et même médicinales. Ils construisent eux-mêmes leurs bateaux, pêchent au moyen de méthodes ancestrales et échangent leur surplus de poissons avec les habitants du continent pour obtenir des fournitures essentielles. Avec cet argent, ils achètent du manioc pour préparer un plat traditionnel appelé Kasaba Panggikayu. Comme ils ne possèdent pas de réfrigérateur, ils disposent les poissons pêchés en grande quantité pour les faire sécher au soleil. Grâce à cette technique, le poisson peut se conserver pendant plusieurs semaines. Les membres de cette tribu n'ont pas encore développé de branchies ou d'écailles, mais ils jouissent de particularités remarquables sous l'eau. Lorsqu'ils retiennent leur souffle en plongeant, leur corps adopte une disposition unique, qui ralentit leur rythme cardiaque et fait que leurs rats libèrent davantage d'oxygène dans leur circulation sanguine. D'ordinaire, les Bajau utilisent des lunettes traditionnelles faites de bois et des ceintures lestées. Ils possèdent également d'incroyables aptitudes en apnée, atteignant des profondeurs de plus de 70 mètres. Ils commencent à apprendre à nager dès l'âge de 8 ans, voire plus tôt. Et parallèlement à cela, ils apprennent à chasser et à survivre de façon générale. Le peuple Bajau fabrique également sa propre crème solaire, appelée Borak Buas. Composée principalement de curcuma et de poudre de riz, elle est utilisée par les femmes pour protéger leur peau de la morsure du soleil. Cette méthode simple et économique permettant de préserver leur beauté est particulièrement prisée des femmes célibataires, désireuses de plaire à un éventuel conjoint. Mais tout n'est pas si simple. Dans les années 50, le gouvernement malaisien a placé les Bajau dans une situation juridique très précaire. Après avoir vécu pendant des siècles comme des nomades sans restriction, ils doivent désormais naviguer prudemment entre les frontières nationales et les obstacles bureaucratiques. Cela signifie qu'ils ne sont pas complètement apatrides, mais ils ne sont pas non plus officiellement reconnus comme citoyens des pays alentours. Aujourd'hui, seules quelques centaines de familles Bajau vivent près de Semporna, en Malaisie. Toutefois, il devient de plus en plus difficile de préserver ce mode de vie. Les ressources se raréfient, et récemment, de nouvelles restrictions ont été imposées, notamment sur la coupe d'arbres servant à réparer leurs bateaux. Ces contraintes les poussent peu à peu vers une existence plus sédentaire, mais incertaine, sur la terre ferme. Forcés de se réinstaller dans des lieux comme Bango Bango, ils se retrouvent sans citoyenneté, ce qui les prive de droits formels pour accéder à l'emploi ou à l'éducation. La vie moderne leur impose donc de nombreux défis.
Imaginez percevoir des millions de couleurs de plus que tout le monde. C'est précisément ce que les tétrachromates sont capables de faire. La tétrachromatie est une condition qui fait qu'une personne possède un type de cône supplémentaire au fond de l'œil, ce qui lui permet de voir une gamme de couleurs beaucoup plus vaste. Si une personne moyenne en bonne santé voit environ 10 millions de couleurs, un tétrachromate pourrait en voir jusqu'à 100 millions. Ainsi, ce cône additionnel améliore leur capacité à distinguer des nuances subtiles que d'autres ne remarqueraient même pas. Cette mutation nécessite la présence de 2 chromosomes X, ce qui signifie qu'elle se manifeste principalement chez les femmes. Et elle n'est pas non plus d'une extrême rareté. Selon une étude, environ 12% des femmes posséderaient cette particularité unique, ce qui représente un nombre considérable. La plupart des tétrachromates ne savent même pas qu'ils possèdent donc cette capacité visuelle hors du commun. Ils ne se rendent peut-être pas compte qu'ils voient cependant plus de couleurs qu'une personne moyenne, ce qui complique leur identification et leur étude. De plus, les scientifiques, qui ne voient pour la plupart que 10 millions de couleurs, ont du mal à concevoir des tests adaptés pour détecter cette condition. Cependant, ils estiment qu'avec un entraînement particulier, les tétrachromates pourraient exploiter pleinement le potentiel de leur capacité visuelle, tout comme des X-Men déployant leurs pouvoirs cachés. Le syndrome de Marfan est une affection génétique qui affecte les tissus conjonctifs du corps, les rendant plus élastiques. Cela peut engendrer une taille inhabituelle, des membres allongés et souvent une flexibilité extrême. Certaines personnes exploitent cette particularité pour en faire un atout dans leur carrière. Javier Botet s'est vu diagnostiquer le syndrome de Marfan dès son plus jeune âge. Il a su tirer parti de cette condition pour se faire un nom dans l'industrie du cinéma d'horreur. Sa capacité à contorsionner son corps de manière étrange et inquiétante lui a permis de décrocher des rôles dans de nombreux films tels que Mama, Conjuring 2, Sa et Slender Man. Cependant, le syndrome de Marfan est un trouble du spectre. Tandis que certaines personnes atteintes peuvent mener une vie relativement normale, d'autres doivent faire face à de graves problèmes de santé. Parfois, ne souhaiteriez-vous pas avoir besoin de moins de sommeil afin d'avoir plus de temps pour vous? Certains ont cette chance. Alors que la plupart des adultes nécessitent 7 à 9 heures de sommeil chaque nuit, certaines personnes peuvent fonctionner parfaitement avec seulement 4 à 6 heures. Cette mutation génétique, identifiée dans un gène appelé DEC2, affecte de nombreuses espèces, pas seulement les humains. Par exemple, elle a aussi été observée chez les souris et les drosophiles. Le gène DEC2 aide à réguler les rythmes circadiens, notre horloge biologique naturelle. Cette mutation influence la production d'orexine, une hormone qui joue un rôle crucial dans l'éveil et le cycle veille-sommeil. Elle permet essentiellement de libérer les hormones du matin plutôt que d'habitude et de les réduire avant l'aube. On a identifié ce gène chez une famille de personnes qui dormaient naturellement très peu. Ce groupe se couchait à une heure habituelle, entre 11 heures du soir et minuit, mais se réveillait à 5 heures du matin sans difficulté. Il s'agit d'une mutation très rare. Cela peut sembler tiré d'un univers de bande dessinée, mais il est possible pour certains de posséder une force surhumaine. Il s'avère que certaines mutations fortuites peuvent conférer une puissance titanesque sans nécessité d'entraînement intensif. 2 protéines présentes dans notre organisme, la myostatine et l'activine A, sont habituellement sécrétées par les cellules musculaires pour réguler une croissance excessive. Autrement dit, ces 2 protéines contrôlent la taille et le nombre des cellules musculaires, évitant ainsi que vous ne développiez une carrure digne de Schwarzenegger sans le vouloir. Mais comme vous pouvez l'imaginer, certains finissent par atteindre un tel niveau. Les individus présentant cette particularité génétique ne produisent pas ces protéines. Ainsi, sans avoir à faire de sport, ils développent naturellement des muscles énormes qui leur confèrent une force exceptionnelle. On appelle cela l'hypertrophie musculaire liée à la myostatine. Ça semble un peu dangereux, non? Et en effet, ça l'est. Une force surhumaine peut entraîner des problèmes comme des déséquilibres musculaires, des troubles cardiaques et des soucis articulaires, parmi tant d'autres. Alors peut-être que parfois, ce n'est pas si mal de ne pas être Schwarzenegger. Imaginez-vous en train de traverser un désert à pied. Il fait chaud, vous avez terriblement soif et pour couronner le tout, il vous faut contourner ce mur. Un mur au milieu d'un désert aride et sans vie. Exactement, un mur dans le nord du désert saoudien.
Les archéologues viennent de faire une découverte extraordinaire, et il ne s'agit pas d'un simple mur. Non, il s'agit de toute une ville antique fortifiée qui pourrait dater de l'an 2400 avant notre ère. Ils pensent que cet endroit abritait environ 500 personnes et qu'il a pu être habité pendant un millénaire. C'est une découverte capitale, car cela signifie que cette région était peut-être beaucoup plus avancée que l'on ne le pensait. La ville était bien organisée, avec différentes zones d'habitation, des tours et des murs solides pour la protection des habitants, ainsi que différentes sections pour toutes sortes d'activités quotidiennes. Cette ville antique, que l'on appelle aujourd'hui Al-Nata, était une ville oasis, et grâce à elle, nous avons un aperçu de ce qu'était la vie dans ce désert il y a des milliers d'années. Apparemment, les différentes zones étaient bien séparées. Il y avait des quartiers résidentiels, un cimetière, des terres agricoles et même un centre-ville. Cette ville oasis, située dans la région de Khaybar, constitue la première grande colonie organisée du 2e ou 3e millénaire avant notre ère découverte par les chercheurs dans le nord-ouest de l'Arabie. Les premières études nous montrent que cette ville, qui s'étendait sur environ 2300 mètres carrés, comprenait plusieurs quartiers, dont un quartier résidentiel, un cimetière et un quartier judiciaire avec des tribunaux. Les maisons étaient disposées en rangées bien ordonnées, toutes reliées par de petites routes. Ces rues séparaient le quartier résidentiel du reste de la ville. À l'époque, la plupart des habitants de cette région étaient des éleveurs nomades, en perpétuel mouvement. Cependant, les archéologues sont convaincus que pendant l'âge du bronze, le nord-ouest de l'Arabie était parsemé de petites villes fortifiées et d'oasis. Ces villes et oasis reliées entre elles étaient uniques. Elles offraient aux populations la sécurité nécessaire pour vivre, stocker des marchandises et faire du commerce. Elles témoignent des débuts de l'urbanisme et nous suggèrent que c'est à cette époque que les gens ont commencé à s'installer et à organiser leur communauté de manière plus structurée. L'équipe de recherche estime qu'il y avait environ 50 maisons à Al-Nata. Cependant, ce nombre pourrait atteindre 70 à mesure que les fouilles avancent. On pense que quelques centaines de personnes vivaient là. L'un des aspects les plus remarquables est sans doute que certaines maisons comptaient jusqu'à 3 étages. Construite sur une pente près de 2 routes commerciales importantes, cette ville bénéficiait d'un emplacement privilégié. L'un des aspects les plus impressionnants de cet endroit est son approvisionnement en eau. L'oasis disposait de sources et d'aquifères, des sources d'eau souterraines, ce qui en faisait un endroit idéal pour l'agriculture. Grâce à ces réserves d'eau, les habitants pouvaient cultiver leur propre nourriture et être relativement autonomes. Les murs d'enceinte servirent probablement à contrôler l'accès à la ville et à ses ressources. Ce mode de vie sédentaire constituait un changement impressionnant par rapport à l'existence nomade des populations précédentes. Ce fut le début d'un mode de vie dit agro-pastoral, soit un mélange d'agriculture et d'élevage. Cette théorie est corroborée par la découverte, à l'intérieur de la ville, de tout un ensemble d'outils, des meules, des mortiers et des pilons. Les habitants moulaient leurs céréales afin de préparer leurs repas. Ils se nourrissaient de grains, de viande et de lait provenant de leurs propres élevages. Ces découvertes fascinantes nous montrent que les gens pouvaient subvenir à leurs besoins et qu'ils étaient étonnamment avancés pour l'époque. Grâce à un meilleur accès à l'Arabie Saoudite au cours des 2 dernières décennies, les archéologues ont désormais une image beaucoup plus précise de la vie qu'on y menait il y a des milliers d'années. Al-Nata faisait peut-être même partie d'un réseau de villes oasis fortifiées similaires réparties dans toute la région. Grâce à ces sites, nous pouvons à présent savoir comment fonctionnaient les routes commerciales et comment s'organisaient les petites colonies à cette époque dans cette région aride. Cette récente découverte n'est toutefois pas la seule à susciter l'enthousiasme du monde scientifique. Et si nous allions visiter l'Égypte, des archéologues viennent d'y découvrir un trésor antique gréco-égyptien sous les eaux. Ils explorèrent la cité perdue de Tonis Héracléon, au large des côtes égyptiennes. Elle aurait coulé il y a plus de 1000 ans. Cette ville était légendaire. Personne ne savait où elle se trouvait exactement jusqu'à sa redécouverte en l'an 2000. Aujourd'hui, les fouilles avancent et au cours d'une exploration récente, les archéologues ont découvert un trésor composé de nombreux objets en or et en argent. On pense qu'on les utilisait lors du couronnement des nouveaux pharaons. Les chercheurs ont même découvert un ancien temple grec dédié à Aphrodite, ainsi que des armes grecques très anciennes. Frank Gaudio, l'archéologue en chef, a déclaré qu'il était étonnant que ces objets si fragiles aient survécu à la catastrophe qui a détruit l'ancienne ville. À son apogée, Tonis Héracléon était l'une des plus grandes cités portuaires de la Méditerranée. C'était un immense centre culturel et le principal point d'entrée en Égypte pour les navires, en provenance de Grèce. Malheureusement, en raison de la montée des eaux, de tremblements de terre et d'un raz-de-marée catastrophique, le sol sous la ville s'est un jour littéralement transformé en boue. La ville entière a alors sombré dans la Méditerranée.
et on l'a oublié jusqu'à ce que l'équipe de Godio la redécouvre en l'an 2000. Depuis, plusieurs de ces sites ont été mis au jour et les chercheurs ont pu peu à peu reconstituer son histoire. Si cette cité engloutie ne vous impressionne pas, nous vous emmenons à présent en Amazonie, où une découverte vraiment stupéfiante a été faite. Depuis des siècles, on parle de cités perdues au cœur de la jungle amazonienne, comme El Dorado, qui a attiré tant d'explorateurs espagnols à la grande époque des découvertes. Beaucoup d'entre eux ne sont jamais revenus. Dans les années 1900, un explorateur britannique nommé Percy Fawcett est parti à la recherche de ce qu'il appelait la cité perdue de Z. Et lui aussi a disparu. Aujourd'hui, des scientifiques ont trouvé la preuve que ces cités perdues de l'Amazonie ont bel et bien existé. Une équipe de chercheurs a utilisé une technologie appelée LIDAR, qui permet de voir à travers l'épaisse jungle depuis le ciel en projetant des faisceaux lumineux vers le sol. Ils ont survolé la jungle bolivienne à bord d'un hélicoptère à environ 200 mètres d'altitude et ont cartographié ces anciennes cités. Ils ont découvert les ruines d'une immense agglomération construite par le peuple Kazarab, qui y a vécu de 500 à 1400 après JC. Il ne s'agissait pas juste de quelques bâtiments éparpillés ici et là. Les cartes LIDAR ont révélé d'immenses centres urbains, des pyramides, des plateformes, des routes, des canaux et des chaussées, le tout soigneusement aménagé. Il s'avère que l'Amazonie n'était pas une jungle vierge, mais qu'elle abritait autrefois de grandes villes très complexes. Un scientifique de l'Institut archéologique allemand a expliqué que les Européens avaient longtemps ignoré la possibilité de l'existence d'anciennes villes amazoniennes, mais que les cartes LIDAR venaient aujourd'hui leur donner tort. Ces nouvelles cartes ont révélé 26 sites, dont 11 totalement inconnus jusqu'à présent. Les chercheurs ont découvert 2 sites urbains principaux, Landivar et Kotoka, qui comportaient d'énormes douves, de grands bâtiments sur plateforme et de hautes pyramides. Les différentes colonies, petites et grandes, étaient reliées par des chaussées s'étendant comme les rayons d'une roue. Certains canaux reliaient même les villes à des rivières et à un grand lac, ce qui permettait à l'eau de circuler dans la région. Au fil des ans, les scientifiques ont trouvé des ruines éparpillées dans toute la zone, mais à cause de l'épaisseur de la jungle, il était presque impossible de relier les points entre eux et de comprendre de quelle façon communiquaient tous ces vestiges. Grâce au LIDAR, l'ensemble du site a pu prendre vie, révélant un système urbain organisé extrêmement vaste. Il est désormais évident que ces sites avaient également une signification spirituelle, car tout y est disposé de manière à évoquer une structure symbolique profonde. La civilisation Kazarab n'est pas aussi célèbre que celle des Mayas, mais elle a connu une société florissante dans une région confrontée à d'énormes défis tels que des inondations annuelles. Et bien que les Andes voisines possèdent leurs propres sites monumentaux, les Kazarabs ont réalisé quelque chose d'absolument unique. Ils disposaient même de réservoirs pour stocker l'eau, ce qui suggère qu'ils devaient faire face à des sécheresses occasionnelles, ce qui est assez inhabituel en Amazonie. En réalité, ces terribles sécheresses pourraient nous expliquer pourquoi les Kazarabs ont finalement quitté leur ville vers l'an 1400 de notre ère. Les êtres humains investissent beaucoup de temps et d'argent dans l'exploration de l'inconnu. D'abord l'espace, puis les fonds marins. Mais il nous reste une autre frontière à conquérir. Les scientifiques l'appellent la frontière profonde. Je veux parler de l'endroit le plus profond que nous ayons atteint en chemin vers le noyau terrestre. Dans les années 60, nous avons tenté de creuser le trou le plus profond jamais réalisé sur Terre. Cela nous a menés loin dans le cercle arctique. Ce qui porte aujourd'hui le nom de forage profond de Kola est également le point artificiel le plus bas de la planète, à 12 262 mètres de profondeur. Il a fallu 20 ans pour creuser aussi profondément dans la croûte terrestre, et les chercheurs estiment que nous n'avons atteint qu'environ un tiers de la distance qui nous sépare du manteau. Voici comment se présente notre planète. Si la Terre était comme un oignon, la croûte terrestre est comme la peau épaisse de cet oignon. Cette partie ne fait que 40 km d'épaisseur. Au-delà se trouve le manteau, profond de 2900 km. Et après ça, en plein centre de la Terre, nous avons le noyau, qui est composé de 2 couches, une couche interne et une couche externe. Savez-vous où se trouve la croûte la plus fine de la planète? Au fond de l'océan. Lorsque les scientifiques américains ont compris cela, ils ont commencé à forer des trous dans le plancher océanique. C'est ainsi qu'est né le projet Mohole. Il a débuté en 1961, mais la technologie dont nous disposions à l'époque pour forer de profonds trous dans l'océan était très rudimentaire. Il a fallu improviser. Ils ont installé un système de propulseurs sur les côtés de leur navire de forage afin de le stabiliser au-dessus du trou. Le principal défi consistait à forer le plus verticalement possible.
Sinon, ce trou profond aurait ressemblé à un labyrinthe. Le projet du forage profond de Kola et le projet Moole ont tous deux été officiellement abandonnés dans les années qui ont suivi. Cependant, l'être humain a construit des ouvrages souterrains relativement profonds. En 1963, un homme turc qui faisait des rénovations dans son sous-sol a découvert un tunnel. L'entrée de ce tunnel menait à d'autres passages qui formaient tout un réseau de salles et de chambres. Il ne le savait pas, mais il venait de découvrir Derinkuyu. Cette ville disparue mesurait près de 18 étages ou 61 mètres de profondeur. Elle était suffisamment grande pour accueillir 20 000 personnes et se trouvait tout simplement sous la Cappadoce, en Turquie. La Cappadoce abrite des centaines d'habitations souterraines. 40 de ces villes souterraines ont au moins 2 étages. Cependant, aucune n'est aussi grande que Derinkuyu. Il n'existe pas beaucoup de récits historiques sur les origines de Derinkuyu. Certains pensent que la partie la plus ancienne du complexe a été creusée vers 2000 avant J.C. par les Hittites. Les Hittites étaient une civilisation indo-européenne. Ils furent l'une des premières grandes civilisations de l'âge du bronze en Asie occidentale. Les chercheurs pensent qu'ils ont construit cette ville souterraine pour se protéger des invasions. D'autres pensent que ce sont en fait les chrétiens qui ont construit cette ville au cours des premiers siècles de notre ère. Selon eux, elle aurait été construite pour protéger les habitants des variations de température extrêmes, chaleur intense en été et froid glacial en hiver. D'un point de vue géologique, le terrain sous la Cappadoce est idéal pour la construction. Les roches sont tendres, ce qui facilite le forage de tunnels. Pour cette même raison, les grandes cavités souterraines sont fragiles. C'est pourquoi la plupart des salles sont soutenues par des piliers. Heureusement, aucun des sols de Derinkuyu ne s'est jamais effondré. Les bâtisseurs de Derinkuyu avaient tout prévu. La ville était isolée du monde par d'énormes rochers qui dissimulaient son entrée. Elle était ventilée par plus de 15 000 puits d'aération d'environ 10 cm de large. Cela garantissait une ventilation suffisante dans les niveaux supérieurs, qui finirent par être utilisés comme pièces à vivre et chambres à coucher. Les niveaux inférieurs de cet impressionnant labyrinthe servaient principalement à l'entreposage. Mais à vrai dire, rien ne manquait. Une salle pour un pressoir à vin, pour les animaux domestiques, de petits édifices religieux. Ils n'ont certainement pas ménagé leurs efforts pour rendre cette ville souterraine aussi complète qu'une ville construite à la surface. En parlant d'ouvrages souterrains impressionnants, la Suisse possède le plus long tunnel du monde. Il se trouve dans le massif du Saint-Gothard. Ce tunnel d'une taille impressionnante a été construit à plus de 2440 mètres sous la surface. Voici à quoi ressemble le tunnel du Saint-Gothard. L'idée de sa construction fut avancée dès 1947. Mais les travaux ne commencèrent officiellement qu'en 1999. Il a fallu des années pour approuver le projet, puis trouver l'emplacement idéal. Malgré cela, les 73 types de roches différents qui composent le massif ont fait de cette construction un véritable défi. Certaines roches étaient aussi dures que du granit, d'autres aussi tendres que du grès. Il a donc fallu adopter différentes approches et utiliser différents équipements pour que l'ensemble ne s'effondre pas. Au total, environ 28 millions de tonnes de roches ont dû être excavées pour permettre l'aménagement du tunnel. Un chantier à une telle profondeur souterraine a posé de nombreux défis. Plus les ouvriers s'enfoncèrent dans la montagne, plus la température augmentait. En l'absence de ventilation naturelle, la température pouvait grimper jusqu'à 46 degrés Celsius, rendant les conditions de travail très difficiles. Le tunnel s'étend sur 56 km d'un bout à l'autre. Pendant la construction, il a fallu utiliser 4 énormes tunneliers, également appelés taupes, pour percer le massif. Chacune de ces taupes mesurait environ 426 mètres de long. Mais c'était l'une des meilleures solutions, car ces machines limitent les perturbations du sol environnant et permettent d'obtenir des parois lisses. Saviez-vous que le sous-sol le plus profond du monde se trouve sous l'Opéra de Sydney, en Australie? Le bâtiment s'enfonce autant sous terre qu'il s'élève au-dessus du sol. Mais ce sous-sol ne sert pas uniquement de fondation à l'Opéra. Il s'agit en fait d'un parking. Ce parking unique s'enfonce à 36 mètres sous terre, soit 12 étages de profondeur, alors que les parkings ne comptent généralement que 4 ou 5 étages. Mais ce n'est pas tout ce qui le rend unique.
En effet, s'ils avaient décidé de construire un parking rectangulaire classique, ils auraient perdu une multitude de places de stationnement. Comme ils souhaitaient optimiser l'espace disponible, ils ont dû imaginer une structure exceptionnelle. Tout d'abord, ils ont creusé une caverne artificielle pour rendre ce rêve possible. Ensuite, ils ont dû concevoir un plan. C'est ainsi qu'est née l'idée d'un sous-sol en forme de beignet, ou ce que les ingénieurs appellent une double hélice. Cette conception a surpris la communauté des ingénieurs par son approche innovante. Cependant, cela a fonctionné. Aujourd'hui, il y a de la place pour plus d'1 millier de voitures, ce qui semble tout à fait approprié pour un opéra. Étonnons-nous encore une fois. Il faut jusqu'à 1 heure pour atteindre certaines structures souterraines. Prenons l'exemple de la mine d'or de Mponeng, en Afrique du Sud, située à environ 4 km sous la surface. Vous vous dites, sans doute, il ne s'agit que de 4 petits kilomètres, pourquoi faut-il 1 heure pour y arriver? Mais les conditions y sont extrêmement difficiles. Pourtant, Milan Ludena, un coureur équatorien, a réussi à courir un semi-marathon dans ces conditions, malgré une température de 40 degrés Celsius, un taux d'humidité de 80% et une pression atmosphérique de 1,4. C'est la pression que l'on ressent à 5 mètres sous la mer. Incroyable. Supposons qu'une autre espèce, humanoïde ou delphinoïde, ait pu exister il y a des millions d'années. Comment retrouver sa trace? Dans un épisode de Doctor Who, il était question d'une civilisation industrielle non humaine ayant existé sur Terre bien avant nous. Ces reptiles, appelés siluriens, furent contraints de s'enfoncer dans les profondeurs de la Terre à la suite d'une hausse catastrophique des températures. Ils y survécurent pendant des siècles. C'est ce qui a incité les scientifiques à créer l'hypothèse silurienne. S'il existait une civilisation avancée avant la nôtre, nous devrions en trouver les traces quelque part. Eh bien, essayons. Le climatologue Gavin Schmidt et l'astrophysicien Adam Frank ont décidé de se pencher sur la question. Toute civilisation technologiquement avancée est avide d'énergie. Ces scientifiques recherchent donc des effets globaux qui laisseraient une trace importante. Par exemple, des indices de processus industriels à grande échelle, comme les usines et les fabriques, et leurs résidus. Vient ensuite la question de la durée de vie de ces civilisations. Si elles ont existé sur une longue période, nous devrions rechercher des signes durables, tels que des résidus de combustion de matières fossiles, des extinctions massives, des substances chimiques synthétiques non présentes dans la nature et même des traces de fission nucléaire. En fait, nous devrions rechercher toutes les choses que l'homme laisse aujourd'hui derrière lui comme preuve de ses activités. Malheureusement, ces preuves ne sont pas si faciles à trouver. Imaginons un scénario inquiétant. L'humanité disparaît soudainement. Même si nous avons l'impression que nous avons apporté beaucoup de changements à notre planète, une civilisation future, dans des millions d'années, aurait du mal à trouver des vestiges de notre existence. Pourquoi? Notre planète existe depuis 4 ou 5 milliards d'années. La vie complexe sur Terre existe depuis plus de 400 millions d'années. En comparaison, notre période industrielle n'a duré qu'environ 300 ans et nous n'avons toujours pas laissé de traces significatives. Nos archives sur l'histoire de la Terre sont pleines de lacunes, surtout si l'on remonte très loin en arrière. Le registre des fossiles ne contient que quelques éléments. Il est très sélectif et incomplet. En moyenne, un fossile apparaît tous les 10 000 ans, et les empreintes de dinosaures sont encore plus rares. Les montagnes s'élèvent, les océans changent, et la tectonique des plaques peut facilement effacer les traces de civilisations entières. Après quelques millions d'années, il y a de fortes chances que tout signe physique d'une civilisation ait disparu. Pour trouver au moins quelque chose, nous devons rechercher des éléments tels que des configurations sédimentaires anormales ou des taux isotopiques inhabituels. En outre, les fossiles se forment principalement dans l'eau, ce qui nous empêche de savoir quelle fut la destinée des créatures terrestres. Ainsi, même s'il existait il y a des millions d'années une société technologiquement avancée, et même si elle était beaucoup plus avancée que la nôtre, nous aurions beaucoup de mal à trouver des indices de son activité. Frank et Schmidt tentent de comprendre comment nous pourrions espérer en repérer les traces. La découverte de véritables villes serait la preuve ultime de l'existence d'une civilisation de type silurien sur Terre. Mais Adam Frank n'est pas très optimiste. Même aujourd'hui, nos villes représentent moins de 3% de la surface du globe. Il est donc facile de passer à côté des ruines d'anciennes cités. La survie d'une ville sur des dizaines de millions d'années dépend du niveau d'affaissement de la terre qui l'entoure. Elle peut soit se retrouver enfermée dans la roche, soit se voir érodée par la pluie et le vent. Ainsi,
Des lieux tels que le quartier français de la Nouvelle-Orléans ont plus de chances de figurer dans les archives géologiques que par exemple le quartier de Haight-Ashbury à San Francisco. En ce qui concerne la découverte d'objets anciens, les chances sont également assez minces. Aucun iPhone préhistorique ne survivrait sur des millions d'années, quel que soit son matériau. Trouver des restes fossilisés est peut-être un peu plus probable, mais cela reste problématique. Étant donné que l'homme moderne n'existe que depuis une centaine de milliers d'années, il est tout à fait possible que nous ne voyions tout simplement pas les traces d'une espèce plus ancienne et plus avancée. Mais tout n'est pas sans espoir. Nous pourrions tomber sur ces traces dans les roches. Notre époque chaotique actuelle pourrait laisser une marque dans l'histoire géologique de la Terre. D'autant plus que nous sommes en train de vivre un PETM 2.0. J'y reviendrai dans un instant. Les chercheurs s'efforcent donc d'étudier les changements dans le cycle du carbone. Depuis le XVIIIe siècle, l'activité humaine génère une grande quantité de carbone fossile. Il en résulte une marque particulière dans le rapport isotopique du carbone, une sorte de signature qui montre la différence entre le carbone présent dans les êtres vivants, tels que les coquillages, et le carbone présent dans les roches volcaniques sans vie. Les scientifiques cherchent également à identifier des indices dans la disposition des sédiments. La présence de grands deltas côtiers peut signifier que des rivières artificielles furent autrefois creusées par les habitants d'une civilisation hypothétique. Des traces d'azote peuvent suggérer une agriculture à grande échelle, où l'on utilisait beaucoup d'engrais. Des pics de concentration de métaux dans les sédiments pourraient révéler la présence de rejets provenant d'industries lourdes. Bien entendu, une seule découverte de ce type ne nous apprendrait rien. Selon M. Schmitt, il convient de rechercher plusieurs signes à la fois. En l'absence d'artefacts incontestables, le caractère unique d'un événement ne peut être démontré que par une variété d'indices, et non pas par une série de changements liés à une cause unique. Dans leur quête d'indices de type silurien, les scientifiques ont même décidé d'examiner la Lune. Certains astronomes s'étonnent que personne ne se soit penché sur la question auparavant. Ils ont même plaisanté sur la possibilité que des dinosaures ayant pu construire des fusées et laisser des traces sur la Lune ou d'autres corps célestes. Ces astronomes pensent que les planètes semblables à la Terre ont tendance à effacer les traces de civilisation à leur surface. Ils explorent donc l'idée saugrenue que ces êtres hypothétiques y ont pu voyager dans l'espace. Dans ce cas, des vestiges de leur technologie, appelée technosignature, pourraient en se trouver non seulement sur notre Lune, mais aussi sur des astéroïdes, ou même enfouis sur Mars. Là, ils pourraient perdurer pendant des millions, voire des milliards d'années. Malheureusement, jusqu'à présent, bien qu'ils aient sondé les 380 millions d'années écoulées et examiné tous les événements anormaux, les chercheurs n'ont pas trouvé de traces évidentes d'une civilisation technologique. Mais ils n'abandonnent pas pour autant. Frank appelle à poursuivre les recherches. Par exemple, nous pourrions étudier comment les produits chimiques industriels modernes se conservent dans les sédiments océaniques. Cela pourrait nous aider à identifier des traces chimiques similaires dans l'histoire de la Terre. S'il n'y a pas de traces, pourquoi se donner tant de mal? Ces recherches sont basées sur les récents articles de Schmitt et Frank. Ils se sont penchés sur l'Anthropocène. Il s'agit de la période dominée par les activités humaines sur Terre. Elle est remplie de ce que l'on appelle des hyperthermies. Il s'agit d'événements préhistoriques au cours desquels les températures sur Terre ont fortement augmenté sur une période relativement courte. Des sortes de vagues de chaleur extrêmes du passé. Le maximum thermique du passage Paléocène-Éocène, ou PETM, en est un bon exemple. Ce phénomène, qui s'est produit il y a environ 55 millions d'années, s'est traduit par une hausse rapide des températures mondiales. En l'espace de 200 000 ans, la température moyenne sur Terre est passée d'environ -12,8 à -10 degrés Celsius. Nous étudions ces hyperthermies pour comprendre comment elles se sont produites, qu'elles soient dues à des causes naturelles ou à des activités humaines. Et elles sont donc à l'origine des recherches de Frank et Schmitt. Pour les étudier, les scientifiques ont commencé à examiner les signaux chimiques et leurs différentes traces présentes dans les roches. Ce faisant, Schmitt et Frank ont découvert d'étranges parallèles entre tous les problèmes climatiques actuels et les périodes passées de changements rapides de température. Il existe une grande similitude entre le PETM et d'autres événements hyperthermiques. Tous ces travaux ne visent donc pas seulement à résoudre un mystère historique. Comprendre notre impact sur l'environnement peut nous aider à trouver de meilleurs moyens de vivre en harmonie avec la planète et d'éviter de disparaître en tant qu'espèce. Notre Voie lactée regorge de planètes qui pourraient être propices à la vie.
Mais nous ne savons pas s'il existe d'autres civilisations. La Terre est le seul endroit que nous connaissons où vivent des êtres vivants. Il y a environ 200 ans, on se demandait s'il n'y avait pas une civilisation sur Mars. À l'époque, c'était une vraie question. Mais une fois que nos sondes spatiales nous ont envoyé des photos, nous avons constaté qu'il n'y avait aucune preuve de l'existence d'une civilisation extraterrestre, et nous sommes un peu passés à autre chose. Aujourd'hui, cette question n'est même plus considérée comme un sujet scientifique sérieux. Elle est même un peu ridicule. Mais personne n'a encore fixé de limite claire à ce qui aurait pu se produire sur notre propre planète il y a très longtemps. Même nous n'avons aucune preuve. Nous ne devrions pas écarter cette possibilité. N'oublions pas que l'humanité a mis du temps à identifier les dinosaures. Les Siluriens attendent peut-être patiemment leur heure. Vous vous promenez dans la rue. Vous apercevez une boutique d'antiquités au l'aspect étrange et appelée « Les trésors intemporels de Monsieur Sympa ». Vous êtes curieux, alors vous y entrez. Vous regardez toutes ces choses bizarres. Soudain, un vieux rouleau de parchemin attire votre attention. C'est une carte du monde. Mais quelque chose ne va pas. Au lieu de montrer les pays tels que vous les connaissez, elle indique l'emplacement de civilisations mythiques perdues et de leur monde. Monsieur Sympa, le propriétaire de la boutique, arrive à vos côtés après avoir réalisé votre trouble. Cette carte ne vous permettra sûrement pas de retrouver ces lieux, mais je peux vous raconter les légendes qui les entourent si vous le souhaitez, déclare-t-il. Permettez-moi de commencer par l'Atlantide. Vous pourriez la connaître comme étant le royaume sous-marin d'Aquaman, mais en réalité, l'île fictive de l'Atlantide a été introduite pour la première fois dans 2 des œuvres de Platon. D'après lui, Atlantis était une civilisation hautement avancée et qui aurait existé environ 9000 ans avant son propre temps. Son histoire aurait été transmise par les poètes, philosophes et autres dramaturges. Platon a écrit au sujet de l'Atlantide et de ses habitants, afin d'illustrer une morale, et pour mettre en garde contre les dangers de l'arrogance ainsi que la chute inévitable de ceux qui cherchent à accumuler trop de pouvoir. Dans ces dialogues, Platon décrivait l'Atlantide comme un grand et puissant empire, craint et respecté dans toutes les parties du monde. Elle avait été fondée par des êtres qui étaient mi-humains et mi-divins, et elle est très rapidement devenue une puissance navale de premier ordre. L'île regorgeant d'or, d'argent et d'autres métaux précieux, cela a très certainement aidé leur cause. Mais en plus de cela, elle était également connue pour son architecture, à couper le souffle, et sa technologie à nul autre égale, ainsi que pour ses innombrables animaux rares et exotiques. Les Atlantes étaient fiers de leurs prodigieux accomplissements et de la perfection atteinte par leur civilisation. Mais cet excès d'orgueil allait causer leur perte. Ils se pensaient tellement supérieurs qu'ils auraient pu prendre le contrôle de n'importe quelle nation. Cela les a amenés à conduire une série d'invasions. Ils ont ainsi conquis de nombreuses terres de la Méditerranée. Mais lorsque le moment est venu d'entrer dans Athènes, les Athéniens les ont repoussés avec une force extraordinaire, de sorte que les Atlantes ont finalement été défaits. Platon affirmait que les dieux se sont alors mis en colère contre les Atlantes en raison de leur méchanceté, de leur cupidité et de leur manque de morale, si bien qu'elles les ont punis en déclenchant des tremblements de terre qui ont fait sombrer l'Atlantide sous les flots. Bien que les premières traces écrites de l'Atlantide soient les œuvres de Platon, certaines personnes croient toujours que son histoire est basée sur des faits concrets et ont essayé d'identifier l'île de l'Atlantide sur la base de pays réels. Certains ont suggéré qu'elle aurait pu être située en Méditerranée, près des côtes espagnoles ou italiennes. D'autres encore pensaient qu'elle aurait pu se trouver dans les Caraïbes, au large de l'Amérique centrale ou de l'Amérique du Sud. Mais il n'existait aucune preuve tangible permettant d'étayer ces affirmations. Une théorie en particulier a semblé plus plausible que toutes les autres. Située dans la mer Égée, l'île de Santorini était le foyer d'une culture minoenne très avancée. Cependant, en raison d'une énorme éruption volcanique, cette société avait été détruite il y a environ 3600 ans, provoquant la disparition soudaine de la civilisation minoenne. Ce similitude entre les Atlantes fictifs et les Minoens historiques ont fait de Santorin la parfaite candidate pour toutes ces spéculations. Pourtant, quelques incohérences majeures persistaient, comme le fait que le moment où Platon replace la destruction de l'Atlantide ne coïncide pas du tout avec celui de l'éruption de Santorin. Ainsi, l'Atlantide continue de n'être considérée comme rien de plus qu'une légende populaire dans le monde scientifique. Progressons maintenant sur la carte en direction du septentrion, poursuit Monsieur Sympa.
Selon la mythologie celtique bretonne, il existait autrefois une ville magnifique appelée Oise, également connue sous le nom de Caerhys, et qui surplombait la fameuse baie de Douarnenez en Bretagne. Elle aurait été la cité la plus prospère de tout l'Atlantique. Elle était surtout célèbre pour ses jardins somptueux et ses majestueux édifices. Et tous ses sujets y vivaient heureux et jouissaient du plus grand confort. Dahut, qui était la fille du roi Gradelon dans les légendes et la littérature bretonne, nourrissait un amour profond pour l'océan. Elle avait supplié son père de construire une ville au bord de la mer, et c'est ainsi que la ville d'Ys avait été fondée. Elle était bien loin de se douter qu'elle se rendrait responsable de la destruction du cadeau tant chéri que lui avait fait son père. Car voyez-vous, comme la ville était entourée par les flots, il fallait bien qu'elle soit protégée par une digue, flanquée de nombreuses écluses, et ses portes ne pouvaient être ouvertes qu'à marée basse. Et le seul à posséder les clés de ces portes n'était autre que le roi lui-même. Un jour, un beau chevalier vêtu de rouge parvint à la ville, mais ne put en franchir les portes. La princesse Dahut était tant éprise de lui qu'elle voulut le laisser entrer. Elle n'ignorait pas que son père était le gardien de l'unique clé de la ville. Alors elle se faufila dans sa chambre pour la lui dérober. Puis elle la confia à son beau chevalier, afin qu'ils puissent pénétrer dans la cité et que tous deux puissent enfin naître ensemble. Cependant, le chevalier rouge s'avéra être le diable en personne, et il laissa intentionnellement la porte ouverte face à la mer déchaînée. Les vagues eurent tôt fait d'engloutir tout Caerhys. Le roi Gradelon parvint à s'échapper sur son cheval magique, mais pas sa fille. Elle fut transformée en une sirène maléfique, condamnée à attirer les marins vers leur perte. Aujourd'hui, si vous vous rendez à Quimper, en Bretagne, vous pouvez y trouver la statue du roi Gradelon chevauchant son destrier. Bien que la ville d'Ys ne soit qu'une légende, certains habitants de la côte bretonne racontent que les jours où les eaux sont calmes, vous pouvez encore entendre le carillon des cloches de la ville profondément sous la mer, si vous tendez l'oreille. Monsieur Sympa pointe ensuite l'océan Indien sur la carte et dit « Maintenant, avez-vous déjà entendu parler du continent perdu de Lémurie ?» Au milieu du 19e siècle, quelques savants ont suggéré qu'il existait autrefois un continent dans l'océan Indien, quelque part près du sud de l'actuel Sri Lanka. Le premier à populariser cette théorie aura été l'avocat britannique et zoologiste Philip Lutley Sclater. Dans son article « Les mammifères de Madagascar », il a prétendu avoir retrouvé des fossiles de lémurs en Inde plutôt qu'en Afrique. Cependant, cette découverte était proprement bouleversante pour lui, eu égard au fait que la terre d'origine des lémurs, Madagascar, se trouvait beaucoup plus proche de l'Afrique. Il a donc avancé que tout cela n'était possible que si un continent plus grand avait un jour connecté les deux. Il a suggéré que ce continent avait dû finalement sombrer au fond de l'océan. Il l'a ensuite baptisé la Lémurie, et ainsi est née cette théorie. Les chercheurs qui ont succédé à Sclater ont poussé sa théorie un peu plus loin, en avançant que la Lémurie aurait aussi été le foyer d'une race éteinte d'humains, appelés les Lémuriens, lesquels avaient 4 bras et d'énormes corps, et étaient également les ancêtres des humains modernes, ainsi que des petits lémurs contemporains. Bien entendu, au fur et à mesure que de nouvelles découvertes scientifiques ont été faites sur la tectonique des plaques, l'évolution des espèces et l'étude de l'ADN, les théories concernant le continent fictif de Lémurie ont été réfutées. La dernière terre de légende sur notre carte est Agartha, annonce Monsieur Sympa. Prenant ses racines dans le mysticisme oriental, une légende raconte qu'il existerait un royaume répondant au nom d'Agartha et qui se trouverait profondément enfoui sous la surface de la Terre. C'est là que les 4 coins du monde seraient reliés par des chemins et des tunnels. On murmure qu'il existerait une entrée secrète vers Agartha, cachée dans le désert de Gobi, et qu'elle aurait été construite par les Agarthiens eux-mêmes en utilisant une technologie si avancée qu'elle ne pourrait pas être détectée par nous autres, les gens de la surface. Selon certaines croyances, Agartha existerait pour contrebalancer l'énergie du monde du dessus. Alors que nous vivons dans un état de précipitation et d'émotions exacerbées, ce monde sous nos pieds en serait l'exact opposé. D'aucuns affirment même que ceux qui ont échappé à la destruction de l'Atlantide se seraient réfugiés ici pour continuer leur vie au cœur de la Terre. Et pourtant, d'autres pensent qu'il s'agirait en réalité d'une contrée grouillante de toutes sortes de monstres. Mais il n'y a pas lieu d'avoir peur, puisque la science moderne a prouvé que le noyau terrestre était tout sauf creux, mais plutôt une boule de fer solide surchauffée. Vous pouvez donc d'ores et déjà annuler vos projets de voyage vers le centre de la Terre.
Merci, monsieur sympa. Lançons-nous dans quelques hypothèses farfelues. Que se passerait-il si nous pouvions miraculeusement visiter chacun de nos ancêtres dans l'ordre chronologique? Pourrions-nous leur parler et établir une véritable connexion? Et jusqu'à quelle époque pourrions-nous remonter tout en gardant le contact avec eux? Eh bien, voyons voir ça. Les primates étaient enfin les cousins funky des autres mammifères. Il y a environ 85 millions d'années, pendant la période du Crétacé supérieur, ils ont décidé de suivre leur propre voie et sont devenus les premiers représentants de leur espèce. L'évolution humaine est très complexe, et nous ne pouvons pas tracer de ligne distincte là où elle a précisément débuté. Mais nous allons commencer par les hominini. Les hominini sont un groupe de primates qui inclut toutes les espèces menant à l'Homo sapiens. Très bien. Imaginez que vous ayez grimpé dans votre super machine à remonter le temps et que vous ayez atterri dans le passé, à l'époque où les hominini parcouraient la Terre. Que se passerait-il? Tout d'abord, vous remarqueriez ces étranges créatures se promenant avec leurs petits corps velus, leurs visages interrogateurs et leurs grands yeux ronds. Ils peuvent sembler un peu différents de nous, mais c'est ce qui fait tout leur charme. Ils étaient d'excellents grimpeurs, et incroyablement curieux du monde alentour. Ils se régalaient de fruits, de noix et de tout ce qu'ils pouvaient en trouver. Et oui, étonnamment, les humains ne sont pas carnivores par nature. À l'origine, nous étions tous végétariens. Bien sûr, avec eux, vous pouvez faire une croix sur toute forme de communication adéquate. Mais les primates sont particulièrement intelligents. Il pourrait donc vous suffire d'avoir quelques talents de mime. Apaisez-les au moyen de gestes amicaux. Et ils seront ravis de rencontrer un voyageur du futur tel que vous. Ces hominini étaient curieux par nature. Ils seraient donc probablement très intéressés si vous vous montriez cordial avec eux et leur offriez de la nourriture. Passons ensuite à l'Homo habilis et à l'Homo erectus. Leur période, l'âge de pierre, a débuté il y a environ 2 600 000 ans. Comme vous pouvez le deviner, c'est le moment où nous avons commencé à utiliser des outils de pierre. Cet âge aura duré approximativement 3 400 000 ans et s'est achevé entre 4000 et 2000 avant Av-J-A-C. Il a pris fin avec l'avènement de la métallurgie. Homo habilis, ou l'homme habile, était un peu le MacGyver de l'âge de pierre. Ces créatures ingénieuses ont été les premières à utiliser des outils en pierre taillée. Homo erectus, pour sa part, était l'homme debout. Son apparition est un peu plus récente. Et comme son nom l'indique, il a été le premier à marcher sur deux jambes comme nous. Il avait certes une apparence un peu différente de celle des humains modernes, mais n'en possédait pas moins une allure de bipède. Alors, comment était-on de sa vie? Eh bien, nous parlons là d'un véritable survivant. L'Homo erectus adorait explorer le monde et bricoler toutes sortes de choses. Il fabriquait des outils en pierre rudimentaires, comme des cailloux tranchants pour couper et gratter. Il était essentiellement le premier inventeur de l'histoire. L'Homo erectus était aussi aventureux. Il a quitté l'Afrique et voyagé vers des contrées lointaines, découvrant de nouveaux territoires au passage. Ces hommes ont été les premiers à fouler des continents comme l'Europe et l'Asie. Ils vivaient dans des grottes ou de simples abris faits de branches et de peaux de bêtes. Et n'oublions pas leur sens inné de la mode. Leur tenue se constituait déjà de peau et de feuillage. N'allez pas croire pas qu'ils se tournaient pas les pouces toute la journée. C'étaient des chasseurs-cueilleurs, perpétuellement en quête de fruits juteux, de noix et chassant même quelques animaux. Comment communiquer avec eux? Eh bien, ils utilisaient pas des grognements simples, des gestes ainsi que leur langage corporel pour se comprendre. Donc, si vous rencontriez un Homo habilis ou un Homo erectus, vous auriez un échange des plus musclés. Vous pourriez exhiber notre technologie dernier cri pour les épater et leur apprendre de nouvelles astuces. Les prochains sur notre liste sont les Homo heidelbergensis et les Néandertaliens. L'Homo heidelbergensis était en quelque sorte le cousin aîné des Néandertaliens et de l'homme moderne. Il vivait il y a environ 8 à 200 000 ans. Ces hommes étaient forts et robustes, avec de plus gros cerveaux que leurs ancêtres. Ils étaient experts en matière de fabrication d'outils et ils aimaient sans cesse explorer de nouveaux endroits. Les Néandertaliens ont vécu en Europe et en Asie sur une période allant de 400 000 à 40 000 ans. Ils étaient très intelligents,
et étaient remarquablement bien adaptés au temps froid. Avec leur corps puissant, leurs muscles noueux et leurs grandes nez, ils pouvaient affronter les hivers les plus rudes. Le Homo heidelbergensis et l'homme de Néandertal étaient d'excellents chasseurs-cueilleurs. Ils traquaient les mammouths et autres gros gibiers au moyen de sagaïs de leur propre conception. Mais ils ne se préoccupaient pas uniquement de leur survie. Ils savaient aussi s'amuser. Les Néandertaliens avaient une fibre artistique et montraient leurs émotions, ainsi que leur attachement les uns aux autres. Avec ces gars-là, vous n'auriez qu'à tracer des images par terre, danser et faire des gestes. Ils comprendraient sûrement l'idée. Et enfin, voici l'Homo sapiens. Imaginez ceci. Vous vous réveillez dans une caverne avec votre famille, blotti au chaud près d'un feu vacillant. Cette grotte est plutôt confortable, n'est-ce pas? Sauf que cette situation n'a rien de permanent. Vous faites partie d'une tribu nomade qui se déplace là où se trouve la nourriture. Bon, mais au moins, vous avez quelques outils ingénieux pour survivre. Attrapez donc votre superbe lance artisanale, fabriquée en observant les autres, ou peut-être de votre propre cru. Il est temps d'aller chasser le mammouth. Et si les mammouths ne sont pas coopératifs, il suffit de ramasser des noix, des baies et des œufs. Les humains de l'âge de pierre étaient de fins gastronomes. Ils savaient pour fabriquer de la farine d'avoine et relever le tout avec des oignons sauvages et des graines de moutarde. Il y avait aussi des artistes parmi eux. Au moyen de pigments minéraux et d'ossements, ils créaient de superbes peintures et même des flûtes pour égayer un peu leur feu de camp. Vous ne pourrez toujours vous exprimer que par le langage corporel et les expressions faciales. Mais les Homo sapiens étaient plus intelligents que leurs aïeux. On pourrait donc leur enseigner des gestes simples et leur signification, comme lever les mains pour dire « mammouth » ou d'autres choses. Essayez peut-être d'exécuter une danse marrante devant eux. C'est certain d'attirer leur attention, mais ce ne serait pas le seul moyen de communiquer. Les hommes de l'âge de pierre adoraient dessiner et jouer de la musique. Vous n'auriez donc aucun mal à vous joindre à la fête. Montrez vos talents d'artiste avec 1 ou 2 croquis, ou sifflez leurs quelques mélodies. Ne vous inquiétez pas, ils seront impressionnés par vos compétences, même si vous n'êtes pas bien plus doué qu'eux. Mais les outils sont clairement le chemin le plus court vers leur cœur. Si vous leur offriez quelques gadgets pratiques de notre époque, ils en seraient très impressionnés. Il suffit de créer un outil simple capable de rendre leur vie plus facile, et ils vous apprécieront instantanément. Ainsi, même si vous n'engagerez probablement pas de débat philosophique profond avec ces gens de l'âge de pierre, vous pouvez quand même passer de bons moments. L'apprentissage est la voie du succès. De plus, même si la vie était plus brève à l'époque, une trentaine d'années en moyenne, c'était encore assez long pour trouver un partenaire et avoir une progéniture. Toutefois, les options de rencontre pouvaient être un peu limitées. Laissez donc ce sujet pour une autre fois. Il faudra juste tenir votre hache à portée de main pendant la nuit car, il n'était pas rare que nos ancêtres se mangent entre eux et se décapitent les uns les autres. Et ça craint. Terminons notre voyage avec l'âge du bronze, juste pour le plaisir. Cette période a duré de 3300 à environ 1200 avant Jésus-Christ. Et devinez quoi? Les gens de cette époque ne juraient que par ce métal solide que l'on appelle le bronze. C'est l'époque où nous sommes devenus créatifs et avons commencé à utiliser cet alliage pour fabriquer toutes sortes de choses. Le bronze est un mélange de cuivre et d'étain, ce qui le rend plus dur et plus durable que toute autre chose de cette période. De formidables civilisations ont commencé à poindre un peu partout. Elles fabriquaient leur propre bronze en fondant du cuivre et en le mélangeant avec de l'étain ou l'échanger avec leurs voisins. Ainsi, lorsque vous visiterez cette ère ancienne, vous serez émerveillé par les cités animées de l'âge du bronze, ornées de statues en métal massif, de marchés pittoresques et de temples grandioses dédiés aux dieux. C'est au cours de l'âge du bronze que nous avons finalement développé les langues et l'écriture. La Mésopotamie et l'Égypte ont ouvert le bal avec leurs formidables alphabets cunéiformes et hiéroglyphiques, les premiers systèmes d'écriture jamais inventés. Ils étaient, pour ainsi dire, les rois de la calligraphie. N'oubliez pas que la langue pourrait être un peu différente, vous n'entendriez que des mots inconnus. Mais avec ces humains, vous pouvez au moins utiliser des dessins, du chant et bien d'autres choses pour communiquer. Voilà,
C'est à peu près à quoi ressemblerait une rencontre avec nos lointains ancêtres. Quel incroyable voyage à travers le temps. Alors, n'oubliez pas de chérir notre passé tout en appréciant les merveilles de notre monde moderne. Restez à l'écoute. Au fil du temps, les scientifiques ont mis au jour environ 6000 fossiles d'anciens humains, allant de fragments de crâne à des dents. Pour certains, l'identification ne posait aucune difficulté. Les chercheurs pouvaient immédiatement les rattacher par exemple aux Néandertaliens. Toutefois, pour d'autres spécimens, la classification s'avérait plus complexe. Certains fossiles ne correspondaient à aucune catégorie établie. Mais alors, quelles sont précisément les grandes lignées humaines préhistoriques que nous connaissons aujourd'hui ? Jusqu'à récemment, on distinguait 8 espèces humaines primitives. Parmi elles figure Homo habilis, dont le nom signifie « l'homme habile ». Vous vous rappelez sans doute que « homo » signifie « humain » en latin. Ces individus ressemblaient encore à des primates, mais ont marqué une étape essentielle dans notre évolution. Ils furent les premiers à façonner des outils en pierre, ce qui leur permit d'accomplir certaines tâches, notamment la découpe des carcasses. Vient ensuite Homo rudolfensis. De plus grande taille qu'Homo habilis, il possédait un cerveau plus développé, bien qu'il restât éloigné des humains modernes. Par exemple, même si sa structure cérébrale gagnait en complexité, il est peu probable qu'il ait été capable d'une quelconque forme de langage articulé à proprement parler. Puis apparut Homo erectus, premier à adopter une démarche entièrement bipède, suivi par Homo antecessor, considéré comme le dernier ancêtre commun entre l'homme moderne et les Néandertaliens, aux côtés de plusieurs autres espèces du genre Homo, telles que Homo heidelbergensis et Homo floresiensis. L'histoire des énigmatiques Denisoviens demeure encore incomplète. De même, nos connaissances sur l'Homo naledi restent limitées, puisqu'il n'a été découvert qu'en 2013, devenant ainsi la 8e espèce répertoriée. Fait notable, naledi signifie « étoile » en Sotho, un nom choisi en raison du site où il a été mis au jour, les grottes de Rising Star. Les scientifiques ont été déconcertés par cette découverte. Tout portait à croire que ces fossiles remontaient à environ 2 millions d'années. Mais après des analyses approfondies, il s'est avéré que l'espèce naledi était en réalité bien plus récente, son âge étant estimé entre 236 000 et 335 000 ans. Leurs mains semblaient adaptées à la fabrication d'outils, mais aucun vestige de ce type n'a été retrouvé. En somme, il s'agit d'une espèce intrigante dont nous avons encore beaucoup à apprendre. Bien que notre planète n'abrite aujourd'hui plus qu'une seule espèce humaine, Homo sapiens, nous continuons de mettre au jour des lignées anciennes depuis longtemps disparues. Vous vous interrogez peut-être sur l'intérêt de telles recherches. En réalité, ces études sont essentielles pour reconstruire le récit complexe de notre passé préhistorique. En 2024, une découverte majeure a été annoncée. L'identification d'une 9e espèce humaine, Homo juluensis, dont le nom signifie « à grosse tête ». Les chercheurs avancent que ces individus chassaient les chevaux sauvages, fabriquaient des outils de pierre et travaillaient les peaux de bêtes afin de survivre aux rigueurs hivernales. Un scientifique de l'université d'Hawaï a précisé que cette découverte potentielle est survenue alors que son équipe développait une nouvelle approche pour classer les fossiles. Fait notable, l'un des représentants possibles d'Homo juluensis n'est pas totalement inconnu des chercheurs. Les Denisoviens, identifiés pour la première fois en 2010 grâce à l'analyse ADN d'un fragment osseux découvert en Sibérie, n'ont pas encore été officiellement reconnus comme une espèce distincte. Certains spécialistes suggèrent qu'ils pourraient en réalité appartenir à ce groupe nouvellement décrit. Ces individus, à grosse tête, pourraient ainsi contribuer à lever le voile sur l'énigme des fossiles hominidés de Xujiayao, dont les traits hybrides mêlant caractéristiques de l'Homo erectus et de l'Homo sapiens intriguent les scientifiques. Voyez-vous, il est parfois difficile de nommer une réalité quand on ne sait même pas à quoi elle ressemble. Vous voyez où je veux en venir ? De nombreux mystères restent irrésolus, car il manquait aux chercheurs cette pièce essentielle du puzzle qu'est l'Homo juluensis. D'un point de vue purement théorique, nous pourrions même considérer que les humains modernes possèdent un fragment de cet héritage. Vous en doutez ? Regardez plutôt ceci. 2 éléments clés doivent être pris en compte dans cette équation. Premièrement, il y a les Denisoviens, que certains chercheurs suggèrent d'assimiler à l'Homo juluensis dans une perspective scientifique. Certes, cette hypothèse demeure spéculative, mais admettons-la provisoirement et considérons-la comme un fait, ne serait-ce que pour la suite du raisonnement. Deuxièmement, il convient de noter que les Denisoviens se sont métissés avec les ancêtres des Mélanésiens actuels. Ces populations, établies de la Nouvelle-Guinée aux îles Fidji,
possèdent entre 4% et 6% d'ADN d'origine dénisovienne. Vous ne portez peut-être pas ces gènes en vous, à moins d'avoir fait un test, bien entendu. Mais l'élément essentiel à retenir est que certains humains modernes partagent bel et bien un héritage génétique avec les Denisoviens ou l'Homo juliensis, ou la famille des grosses têtes, si vous préférez. Maintenant que tout cela paraît plus tangible, examinons étape par étape comment cela s'est produit. Les chercheurs ont identifié ces anciens humains, appelés Denisoviens, à partir de vestiges squelettiques découverts en Sibérie. Ces populations ont coexisté avec les humains modernes et se sont hybridées avec eux, ajoutant une nouvelle dimension à notre compréhension de l'évolution humaine. Baptisés d'après les grottes sibériennes où leurs fossiles ont été mis au jour, les Denisoviens auraient parcouru de vastes territoires à travers l'Eurasie. Les indices archéologiques suggèrent que l'homme de Denisova a cohabité avec l'homme de Néandertal et interagi avec les premiers Homo sapiens il y a probablement un peu plus de 50 000 ans. Une équipe scientifique est parvenue à séquencer intégralement leur génome en analysant l'ADN nucléaire extrait du fragment osseux d'un doigt. Cette découverte met en évidence l'existence d'au moins 4 groupes humains distincts à l'époque où les Homo sapiens anatomiquement modernes ont entamé leur migration hors d'Afrique. Aux côtés des humains modernes et des Néandertaliens, il faut désormais compter les Denisoviens ainsi qu'une autre petite espèce humaine d'Indonésie, souvent surnommée le Hobbit, dans notre récit évolutif. Une question demeure. Pourquoi retrouve-t-on des gènes dénisoviens principalement chez les Mélanésiens modernes, alors qu'ils sont absents des autres populations eurasiatiques? Vous vous souvenez de ces 4 à 6%? Une hypothèse avance que les contacts entre les Denisoviens et les premiers Homo sapiens furent limités et de courte durée, notamment lorsque ces derniers traversèrent l'Asie du Sud-Est en direction de la Mélanésie. Les scientifiques avancent que seule une poignée de Denisoviens aurait pu se mêler à un groupe plus vaste d'humains modernes. Cette hypothèse pourrait expliquer comment les gènes dénisoviens se sont intégrés à notre patrimoine génétique, malgré la rareté présumée de ces rencontres. Bref, plus les chercheurs creusent dans notre passé, plus ils mettent au jour des découvertes fascinantes sur nos ancêtres. Prenez les Néandertaliens, par exemple. Saviez-vous qu'ils étaient à l'origine de la toute première œuvre d'art jamais réalisée? En effet, une étude menée en 2018 sur l'art pariétal en Espagne a révélé ce qui est aujourd'hui considéré comme l'une des plus anciennes créations artistiques connues. On pensait autrefois que les Néandertaliens ne possédaient pas les capacités cognitives nécessaires pour l'art, mais il s'avère qu'ils en étaient en réalité des pionniers. Non seulement ils ont produit des œuvres, mais ils semblent aussi avoir inventé les hashtags plusieurs millénaires avant Chris Messina en 2007. Bon, j'exagère un peu, mais vous comprendrez bientôt pourquoi on parle ici de hashtag. Les peintures découvertes dans plusieurs grottes d'Espagne comprennent des pochoirs de main, un motif en forme d'échelle et divers autres tracés. Jusqu'à récemment, on attribuait ces œuvres aux premiers humains modernes, mais de nouvelles analyses suggèrent qu'elles sont bien plus anciennes qu'on ne le pensait. Plus marquant encore, la plus ancienne œuvre néandertalienne reconnue, qui évoque un hashtag, a été mise au jour à Gibraltar en 2014. Pour se rencarder sur ces œuvres, les chercheurs ont eu recours à des techniques de pointe basées sur eHarmony et Match.com. Oups, pas ce type de rencard. En réalité, ils ont utilisé des radioisotopes d'uranium et de thorium au lieu de la traditionnelle méthode de datation au carbone. Une fois les analyses terminées, les résultats ont confirmé que ces peintures avaient environ 65 000 ans, soit 15 000 de plus que les plus anciennes œuvres connues jusqu'alors en Indonésie. À cette époque, la seule espèce présente était celle des Néandertaliens, ce qui ne laisse guère de doute quant à leur rôle dans ces créations. Les humains modernes ne sont arrivés en Espagne qu'environ 23 000 ans plus tard, un sacré détour, ce qui les exclut d'emblée comme créateurs du fameux hashtag. Le pochoir de main semble avoir été réalisé volontairement, l'artiste ayant préparé le pigment avant de l'appliquer sur sa propre main. Par ailleurs, les grottes renferment aussi une collection de coquillages peints, dont l'âge stupéfiant est estimé à 115 000 ans. Certains ont même été percés, laissant penser qu'ils servaient peut-être de parure. D'après certains spécialistes, le fait que les Néandertaliens aient réalisé des productions artistiques laisse entendre qu'ils possédaient peut-être aussi une forme de langage oral. Peut-être serait-il temps de reconnaître pleinement leur place dans notre lignée. Après tout, eux aussi étaient humains, simplement une autre branche de notre arbre généalogique. Bien que ces découvertes soient fascinantes, les experts restent prudents face aux nouvelles techniques de datation, estimant qu'elles ne sont pas encore totalement convaincantes. Et vous, qu'en pensez-vous?
Partagez vos réflexions dans les commentaires.